vous, merci de nous recevoir chez vous en cette matinée du 11 septembre 2020. Nous serons ensemble donc pour 1h30 de direct. Alors ce matin, en compagnie du docteur Fethri Benachnou, nous allons nous intéresser à la grippe saisonnière. Alors avec cette conjoncture sanitaire actuelle, devrions-nous faire le vaccin ou pas? Comment? Qui est donc concerné le plus par faire le vaccin? Et donc toutes ces questions, Dr Benachnou nous y répondra. Alors, la mosquée de Paris entame une série de conférences mensuelles tous les premiers mercredis du mois. Cette fois-ci, la mosquée de Paris a organisé le mercredi dernier une rencontre en compagnie de l'archevêque d'Alger, Henri Tessier. Ce sera donc autour des valeurs de la tolérance. Nous aurons le recteur de la mosquée d'Alger à travers le Skype pour revenir sur cette rencontre. Alors le cancer ou les lymphomes, c'est un cancer qui touche de plus en plus de malades dans le monde, notamment en Algérie. L'association Nord-Doha prend en charge justement ces malades. Alors retour sur la prise en charge, les contraintes aussi de la prise en charge de ces malades. Ce sera en compagnie de la présidente de l'association Kenzan Char. Elle sera parmi nous ce matin. Elle s'intéressera aux bacheliers ou aux candidats au bac, qui va se dérouler dimanche prochain, le 13 septembre. Nous terminerons l'émission avec un événement qui est en train de se dérouler en ce moment au Palais de la Culture. Il s'agit du mois du patrimoine immatériel qui se déroule en ce moment. Nous aurons des exposants parmi nous qui nous parleront de leur participation à cet événement. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant de commencer notre émission, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Mina Abed, bonjour. Bonjour Nour. Ça va Mina? Ça va. Alors, quelques brumes ce matin. Un petit peu de pluie. Bon. Oui, oui. Quelques pluies, oui, effectivement. Aussi. Pluies. J'ai été bien quand même accompagnée par quelques gouttelettes. Tant mieux. Voilà, quelques gouttelettes. Tant mieux. Voilà. Alors sinon, les nouvelles du ciel ce matin? Merci Nour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. Effectivement, cette début de matinée, brumes et nuages bas se partageront le ciel avec quelques gouttes de pluie, notamment vers les côtes centre, un peu plus importantes. Vers la partie est, ça va s'améliorer progressivement à partir de cet après-midi, notamment vers les régions du centre. Mais en revanche, ça va continuer et s'accentuer tout au long de cette journée avec des orages vers la partie est. On notera également des vents plutôt forts jusqu'à 50 km/h. Sur la partie sud, beaucoup de soleil, notamment sur le Sahara central, l'extrême sud, le Gard et le Tassili, un ciel plutôt nuageux sur le nord Sahara et les oasis. Les températures de cet après-midi, elles restent de saison et plutôt agréables. Avec sur la moitié nord, 27 degrés du côté d'Alger, 34 degrés à Oran, Tiaret, on notera 28 du côté de Tizi Ouzou ainsi qu'à Annaba, 24 seulement à Constantine, 34 degrés à Ardaya, 37 à Béchar, 43 degrés à Tindouf, Borj Badji Moukhtar, Ain Gzam et enfin 44 degrés. Ça sera la maximale à Adrar et à Ain Salah. On passe tout de suite au continent. Pour l'état de la mer, pardon. Pour aujourd'hui, on notera une mer plutôt calme, notamment vers la partie centre, plutôt agitée en revanche vers l'ouest et l'est du pays avec des vents entre 10 et 30 km/h vers la partie ouest, entre 10 et 20 km/h sur le centre et entre 40 et 50 km/h vers la partie est. Place tout de suite à l'Asie. Aujourd'hui, le ciel restera plutôt couvert, notamment à Singapour, Bangkok, un ciel voilé à Hong Kong, Manille. On notera des pluies assez marquées à Tokyo. Et puis côté Mercure, on notera 26 degrés à Pékin, 32 degrés à Hong Kong, 33 à Manille, 31 degrés à Tokyo, 29 à Singapour et enfin 33 degrés à Jakarta. Place tout de suite à l'éphéméride. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h. Excellente matinée et à tout à l'heure, midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci beaucoup, Mina. Merci à vous. On vous retrouvera tout à l'heure. Tout à fait.
tout à l'heure, donc après le journal télévisé du midi. Exactement. Et puis demain, Demain, Bonjour oui, d'Algérie. avec vous. Voilà, avec moi, effectivement. Donc on vous souhaite excellente, une agréable journée. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Mina. Donc à tout à l'heure et À à tout à demain. l'heure. Inch'Allah encore. Voilà, alors on continue l'émission. Je vous retrouverai dans un petit moment sur le plateau central en compagnie donc du docteur Fethi Benachnou. Mais avant cela, une pause musicale en compagnie de Iman Sahir et on se retrouve juste après.
une très belle chanson de Iman Sahir. On commence avec l'émission et Dr Fethi Benachnou est avec nous ce matin. Dr Benachnou, Fethi Benachnou, bonjour. Sabah al-khair. Je suis une bonne élève. Je suis une bonne élève. Très bien. Non, parce que Benachnou... c'est toute une tribu. Une tribu, tout ça. Moi, parmi les jeux des 7 cartes, les 7 familles, voilà. Il y a la carte Fethi. Fethi. Voilà, alors je tâcherai à la tirer à chaque fois, Dr Fethi Benachnou. Vous avez tous les droits. Merci beaucoup. Ben oui, du moment que vous nous les donnez, alors autant les prendre. Alors docteur, ce matin, nous allons donc revenir à cette actualité, donc qui revient chaque année, particulièrement en cette saison d'automne, qui est la grippe saisonnière. Particulièrement, donc nous en avons parlé la semaine dernière, on en parle encore cette fois-ci. Alors il faut dire particulièrement avec la conjoncture sanitaire actuelle. Donc, on a un petit peu tendance à mélanger ou à confondre entre donc les deux grippes, on va dire. Et donc, la prise en charge va être peut-être un petit peu bafouillée, on va dire. Donc, les citoyens ou ceux qui chopent donc, le virus risquent d'être un petit peu perdus. Déstabilisés. Voilà. Mais je crois que vous avez bien dit tout à l'heure, on en a parlé la semaine passée. Je crois qu'on ne parlera jamais assez des viroses, des épidémies. Surtout, ce qui est important, il faut savoir que la vie continue. Les saisons se déroulent et chaque saison a ses propres caractéristiques, ses propres, entre guillemets, menaces concernant la santé des gens. Vous avez remarqué que ces 48 heures, depuis qu'il a plu, on sent qu'il y a un changement de temps. On a quitté l'été. Oui. Quoique, on pourrait avoir des journées qui pourraient être chaudes, tout ça, mais on a quitté l'été et on sent un petit peu ce changement de climat. Et ce qui est important, c'est que chaque saison, comme je l'ai dit, a ses propres caractéristiques et bientôt, il y aura le virus de la grippe. Influencé, comme on dit, mais le virus de la grippe. Le virus de la grippe, c'est quelque chose que l'on connaît, qui est également une pandémie. Une pandémie, il faut comprendre ce que c'est que le nombre de cas va augmenter. Le nombre de cas va augmenter dans le sens où ce sont des virus qui sont transmissibles, qui se transmettent. Comment? Justement ce sont des virus qu'on dit aériens. Ils se transmettent, là je vous parle, on émet des postillons, les gouttelettes de Pfulger, on les appelle, on ne les voit pas mais elles sont là. Et comme le virus de la grippe se transmet de cette façon, le Covid-19, le coronavirus se transmet également et ils utilisent l'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire, il commence à partir de l'oropharynx. Le pharynx, c'est la gorge, pour être plus précis, et il suit les bronchioles, tout cet appareil. Vous savez, c'est comme un arbre en hiver. Il y a le tronc, et vous avez des bronchioles qui vont jusqu'à la plus petite. Et notre appareil respirateur, il est comme ça. Et le virus, c'est son dada, si je puis dire, c'est d'habiter cet appareil bronchique. Et c'est là où on a une réaction du corps qui est une inflammation qui donne des irritations. Des irritations, on tout saute, on sent la gorge en flamme, mais on peut résister à cela, faire face à cela. Si on a un système immunitaire solide, je répète que le système immunitaire, c'est comme une armée. Oui. Avec ces soldats, dans notre corps, nous n'avons pas de soldats avec des armes, on a des cellules. Globalement, c'est ce qu'on appelle les globules blancs. Les globules blancs. Mais toute armée doit être entretenue, doit être bien nourrie, doit être formée. Et là, elle pourra afficher, elle pourra combattre l'ennemi. Et là, justement, nous avons une image qui nous montre un petit peu, qui revient sur les symptômes de la grippe. De la grippe. Ce qu'il faut noter ici, c'est que ces symptômes de la grippe sont les mêmes que les symptômes du Covid-19. Effectivement. Ça, c'est important. Et pourquoi je reviens sur la grippe? Parce qu'il faut tout de suite comprendre ce que c'est que la grippe, comprendre ce que c'est que le Covid, pour qu'au moment où il y aura
le virus corona et le virus de la grippe, on sache ce qui se passe et surtout, qu'on n'encombre pas les hôpitaux, qu'on n'encombre pas les hôpitaux. Il y a le problème du Covid. Alhamdoulilah, on assiste à une baisse, c'est très bien, pourvu qu'elle dure. Mais aussi, la grippe est extrêmement contagieuse. La grippe, alors, une chose qui est importante, toujours, les enfants peuvent avoir la grippe saisonnière, les enfants, à la différence du Covid-19, où les enfants peuvent être sont protégés, entre guillemets. On a les enfants, on a les femmes enceintes, on a les personnes âgées, on a les malades chroniques. Une chose dont on parlera tout à l'heure, c'est les personnes souffrant de troubles respiratoires, des troubles de l'appareil respiratoire. Ça va de l'allergie à l'asthme, à tous ces éléments. Un truc que j'aimerais signaler surtout aux mamans, que je salue parce que les mamans algériennes... très à cheval, hein. Et je leur tire chapeau. C'est les enfants de moins de 2 ans vont présenter ce qu'on appelle une bronchiolite. C'est un schéma très spectaculaire. C'est une crise d'asthme. Imaginez un enfant de moins de 2 ans qui n'arrive plus à respirer. C'est très spectaculaire. Mais la cause, c'est un virus. Globalement, le virus de la grippe, un virus syncytial, c'est-à-dire qu'il atteint. Là, c'est important. Deuxièmement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, dans le sens où, si votre enfant fait 2 ou 3 crises de bronchiolite, ça va aboutir à un asthme bien installé, un asthme bronchique. Ça, c'est important. Là, maintenant, la prise en charge des bronchiolites, on évite que l'enfant soit déplacé à l'hôpital, parce qu'il y aura une surinfection. Tout hôpital dans le monde est un lieu de présence de beaucoup de microbes, disons, dans le sens général. Et à ce moment-là, la meilleure façon de le prendre en charge, c'est de le prendre en charge à la maison. La prise en charge est très facile, très simple. C'est là où moi j'aimerais que notre système de santé, il est capable, on a les instruments à travers les unités sanitaires de base, que l'équipe sanitaire fasse ce soin à domicile. Ce soin à domicile, le fasse à la maison, donc ça évitera... Ça commence, docteur, justement, les soins à domicile. Il y a quand même quelques médecins qui se sont organisés pour assurer ce service-là. Notre système de santé, à la base, son essence même, c'est de faire une santé de proximité. Parce que ces unités se trouvent dans les quartiers, tout ça, donc c'est facile. Il y a une confusion entre l'hospitalisation à domicile et les soins à domicile. Un jour, on en parlera. Ça relève du soin à domicile. Mais la partie la plus importante dans ces histoires de la grippe, elle ne va pas nous surprendre comme le Covid-19. Deuxièmement, le virus de la grippe a des caractéristiques comme tous les virus, c'est leur côté diabolique, c'est les mutations. Un virus de la grippe, il faut être à cheval sur son système immunitaire. Et deuxièmement, sur le fait que, alhamdoulilah, depuis des décennies dans le monde entier, on a une grande expérience concernant le vaccin de la grippe. Le vaccin contre la grippe, mais il y a une réticence. Je voyais hier ou là, avant-hier, les gens font des sondages, des études. Il y a toujours une réticence concernant. On s'excite. Voilà, justement. Oui. Voilà, justement, là, nous avons une... Pour éviter l'hospitalisation. Voilà. C'est ça. C'est passer à la vaccination. Voilà. Une chose aussi, à l'intention de nos téléspectateurs, téléspectatrices, à arrêter d'avoir recours à ce que j'appelle les tchouktchoukas.
quoique j'adore la tuktuka, c'est de se dire je prends telle vitamine, je prends tel antibiotique, surtout un certain antibiotique. Je donnerai la DCI, c'est-à-dire la dénomination commune, la spiramycine. Elle est dosée à 1,5 million et à 3 millions. Moi, dans ma carrière, les gens venaient, non, moi je prends un comprimé de spiramycine, ça va. La grippe ne répond à aucun antibiotique, concernant l'automédication. Il se pourrait qu'après une consultation chez un médecin, le médecin ayant constaté certains éléments cliniques peut vous donner des antibiotiques. Mais pas aller chez le pharmacien du coin, lui dire atteignez... Et passer donc encore une fois un autre fléau qui est l'automédication. Encore une fois. Prenez la vitamine C, celle qui a cours. La vitamine C naturelle qui se trouve dans les fruits et légumes et l'alimentation, ok, sans aucun problème. Mais la vitamine C, qu'est-ce que c'est qu'un virus qui est dans le corps humain? Ça veut dire que c'est une colonisation du corps humain. Et toute colonisation, lorsqu'elle met ses pattes sur un territoire, elle va l'exploiter à son profit. C'est la définition. C'est la même chose lorsque le virus est à l'intérieur du corps humain. Si vous lui fournissez de la vitamine C et des vitamines, vous allez renforcer son action. Donc, il faudra prendre ces éléments-là peut-être au moment de la convalescence, lorsqu'on se reprend. La grippe saisonnière fatigue énormément. Une grande fatigue, c'est là où 3 jours de repos, de vrai repos, au lit, ne pas bouger, c'est important. Alors qu'il y a des idées reçues par rapport à cela, docteur, que justement quand on est atteint de la grippe, il ne faut pas se reposer, au contraire. Donc ça ce sont des idées reçues quand même, on le voit. Hein. On voit quand même le comportement, lorsque la personne est grippée, c'est là où elle va faire plus d'efforts, pensant qu'il ne faut pas finalement votre corps, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Votre corps est colonisé par le colonisateur qui est le virus de la grippe. Il va utiliser toute l'énergie, tous les systèmes de votre corps à son profit. Donc, vous n'allez pas jouir de votre énergie. C'est pour ça que vous allez être patraque. Mais attention, il ne faut pas aller d'un excès à l'autre. C'est 3 jours de repos au lit. C'est pas prendre 3 jours de repos pour aller... C'est 3 jours de repos au lit, s'alimenter normalement, surtout se faire vacciner. Voilà, justement, on revient au vaccin, docteur. Alors, le vaccin, on a l'habitude de le faire donc chaque année, particulièrement les personnes âgées, les personnes justement qui sont atteintes de troubles respiratoires. Les femmes enceintes aussi. Alors, cette année, donc avec la conjoncture actuelle, est-ce qu'il est encore une fois recommandé donc, de passer au vaccin, donc de se faire vacciner comme on a l'habitude de le faire chaque année, ou y a-t-il donc des réticences par rapport à cela? Alors, pas plus tard qu'hier, j'ai écouté l'intervention d'un expert renommé mondial. Eh bien, il a dit surtout, dans cette période de Covid-19, c'est là où il faut se faire vacciner. Quoique le vaccin contre la grippe est recommandé pour les personnes âgées, les malades chroniques. Une chose, beaucoup de patients me disent moi je suis allergique, moi j'ai un asthme, moi j'ai une maladie cardiaque, moi j'ai la thyroïde. Justement, ce sont ces gens-là qui doivent se faire vacciner. Ils sont très intéressés et il est très recommandé qu'ils se vaccinent. Et cette année, regardez, ça c'est la nature, c'est le cours de la vie. Cette année, il y a une double injonction, il faut se faire vacciner contre la grippe. Alors justement, docteur, par rapport au vaccin, alors il y a aussi des de la grippe saisonnière. Donc encore une fois, il y a beaucoup d'idées reçues, encore une fois, par rapport au vaccin. Alors est-ce que lorsque la personne se fait vacciner, cela veut dire qu'elle ne va pas du tout attraper le virus durant la saison, ou est-ce qu'elle va l'attraper quand même, mais ça va être de façon quand même beaucoup plus tolérée que si elle ne met pas son vaccin? Je vous ai toujours dit que vous préparez vos questions et je suis admiratif. Il faut bien, nous sommes au service du téléspectateur, donc il faut... En plus, vous dites qu'il faut toujours passer à l'éducation sanitaire. Donc, on essaie de le faire comme on peut. Premièrement, il y a une donnée de base. On ne se vaccine pas au moment où on a la grippe. Déjà. Le vaccin, la définition... Alors,
D'accord. Alors, docteur, je vais vous interrompre 2 petites minutes pour la bonne cause, hein. Alors, on reviendra à cette question, mais là, on va parler rapidement d'un thème qui vous intéresse d'ailleurs, hein, Oui. qui vous intéresse beaucoup. Il s'agit justement de la tolérance et donc du vivre ensemble. Et c'est en compagnie donc de Monsieur Chemseddine Hafiz, qui est le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Donc, Monsieur Hafiz, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien et je suis avec vous à la fois par Skype et par le cœur. Merci beaucoup, merci. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir, c'est un honneur de vous avoir parmi nous. Alors, on voit que vous êtes en route et vous nous avez quand même consacré ce petit moment. Oui, absolument. Voilà. Alors, Monsieur Hafiz, il faut dire qu'au niveau de la mosquée de Paris, donc là, vous avez entrepris une série de rencontres que vous faites chaque premier mercredi du mois. Et ce mercredi, donc, vous vous êtes intéressé à une rencontre en compagnie donc, de l'archevêque d'Alger, Henri Tessier. Alors, quel était l'objet principal de cette rencontre? Écoutez, d'abord, Monseigneur Tessier, qui est une personnalité importante de l'Église, mais en même temps de l'histoire de l'Algérie, puisqu'il est aujourd'hui de nationalité algérienne. Il s'est totalement investi dans son pays d'adoption et moi j'ai considéré que c'était un grand honneur pour la Grande Mosquée de Paris de recevoir une personnalité aussi importante de l'Église et de parler du livre qui a été publié il y a quelque temps, qui s'intitule l'Église d'Algérie. Donc j'ai trouvé que c'était extrêmement important de pouvoir montrer que la Grande Mosquée de Paris, qui est un phare de l'islam, puisse pouvoir aujourd'hui rayonner également dans les relations interreligieuses et notamment dans le dialogue entre l'islam et la chrétienté, pour montrer également qu'au-delà des confessions, il y a une nationalité, c'est l'Algérie, l'histoire de l'Algérie. Et à travers donc Monseigneur Henri Tessier, j'ai voulu également rendre hommage à l'Algérie, à ce pays qui a pu recevoir à la fois la chrétienté et a montré cette grande tolérance qui a pu permettre à des religions de se retrouver dans un creuset commun qui est la nation algérienne. Monsieur Hafiz, s'il vous plaît, on va juste vous demander de mieux cadrer peut-être parce qu'on vous voit un petit peu mal. Voilà, merci beaucoup. Alors, Monsieur Hafiz, justement, pour revenir un petit peu au livre qu'a édité ou qu'a écrit Monseigneur Henri Tessier sur l'Église d'Alger, donc on voit un petit peu à travers ce livre tout le rôle que l'Église a joué justement dans ce dialogue interreligieux, mais aussi sur donc, tout le dialogue de la tolérance, notamment à travers la conférence donc, qui s'est tenue en 2005 en compagnie donc, du Seigneur Henri Tessier, n'est-ce pas? Absolument. Il faut savoir qu'au moment de la colonisation de l'Algérie en 1830, l'Église avait été appelée pour participer à cette colonisation. Et il faut dire aujourd'hui aux téléspectateurs, c'est que l'Église s'est aperçue à ce moment-là qu'il s'agissait d'une colonisation importante d'une population qui allait se retrouver brimée, qui allait se retrouver complètement acculturée, et c'est à ce moment-là que l'Église a décidé d'être plutôt du côté du peuple algérien, de l'indépendance de l'Algérie, et Monseigneur Tessier a montré de manière extrêmement modeste, parce que c'est un homme, un religieux, un vrai religieux, qui est humble, modeste, et qui a montré son attachement à ce pays à travers sa conférence qu'il nous a fait l'honneur d'animer avant-hier. C'était quelque chose d'incroyable, cette relation intime qu'il peut avoir avec l'Algérie. On sait très bien que pendant la décennie noire, de nombreux hommes de foi chrétienne ont été assassinés. Si vous voulez, on sent dans la parole de Monseigneur Tessier aucun ressentiment, il n'y a que vraiment de l'amour, il y a cette relation très forte à la fois avec l'Algérie, avec l'islam. Et justement, vous avez évoqué donc la décennie noire. Il faut dire que l'archevêque d'Alger, Henri Tessier, a reçu beaucoup de menaces donc, durant cette période. Et pourtant, il a refusé donc, de quitter l'Algérie. Il a été même donc, aux côtés de l'État algérien pour la défense des droits de l'homme et donc pour lutter contre le terrorisme à l'époque. Écoutez, je vais vous faire une petite confidence. Quand Monseigneur Tessier est arrivé à la mosquée de Paris, vous savez quelle était sa préoccupation? Il m'a dit, Monsieur le recteur, je souhaiterais savoir comment je peux rentrer en urgence à Alger parce qu'il
j'ai besoin de rentrer à Alger parce que c'est mon pays et je veux être là-bas dans ces moments compliqués qui, aujourd'hui, du fait de la pandémie, du fait de ce Covid-19, je voudrais être présent avec mes amis algériens. Donc j'ai trouvé extrêmement touchant qu'un homme de 91 ans qui a pratiquement consacré toute sa vie à cette Algérie et qu'il pense encore donner du meilleur de lui pour pouvoir participer en tant que chrétien parce qu'il tient beaucoup à sa foi et il considère que tous les chemins spirituels peuvent mener à une fraternité. Et c'est ce que j'ai retenu énormément et c'est ce que j'ai voulu faire passer comme message parce que la Grande Mosquée de Paris, c'est également son rôle. Effectivement, alors on rappelle effectivement que l'archevêque d'Alger, donc Henri Tessier, est vraiment aimé par tout le monde. Donc on le voit invité donc, dans les mariages, dans même les enterrements, dans plusieurs célébrations effectivement. Alors Monsieur Chemseddine Hafiz, là vous êtes en route. J'imagine que vous êtes en route vers la mosquée d'Alger, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est vendredi. Et de Paris, pardon, la mosquée de Paris, et particulièrement aujourd'hui, donc qui est vendredi, une journée quand même assez spéciale. Non, j'ai quitté la mosquée de Paris en fait pour aller à la mosquée de Melun, à l'invitation donc de l'association qui gère la mosquée Nord de Melun, et il y a le maire de Melun qui m'attend, et c'est pour cela malheureusement que je n'ai pas pu rester à mon bureau pour pouvoir dialoguer avec vous, et j'étais obligé de prendre la route, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, parce que comme vous dites, c'est vendredi, c'est un moment important de prière collective. Je vous rappelle qu'ici, en France, les mosquées étaient fermées pendant toute la période du confinement. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons retrouvé la route de nos mosquées. Donc, c'est avec un grand plaisir que j'ai répondu positivement à l'invitation de mes frères de la mosquée de Melun, qui font un travail très important dans cette ville de Melun. Je voulais aller à la fois leur porter bien évidemment mon message, mon appui, ma solidarité avec cette communauté musulmane de Melun. Alors justement, on va finir rapidement sur cette question, Monsieur Hafiz. Donc il y a aussi un accord qui est prévu entre la mosquée de Paris et la mairie de Paris, qui a été signé, voilà. C'est un accord qui a été signé entre... à mon installation comme recteur, Anne Hidalgo, maire de Paris, est venue me rendre visite, une visite de courtoisie pour me féliciter pour mes nouvelles fonctions. Et à partir de ce moment-là, nous avons travaillé sur un partenariat qui nous a permis d'organiser l'été culturel de la Grande Mosquée de Paris, où nous avons voulu également, à travers cette grande manifestation qui était l'été culturel de la Grande Mosquée de Paris, montrer que la mosquée de Paris n'est pas simplement un lieu de culte, n'est pas simplement un lieu où on accueille les musulmans qui viennent prier, mais c'est un lieu où on peut aujourd'hui venir passer la porte de la mosquée de Paris pour admirer son jardin, admirer son minaret, admirer sa bibliothèque et faire en sorte que de montrer que la civilisation musulmane, sa culture, son histoire, a apporté beaucoup à l'humanité, et je veux à travers cela montrer que l'islam, notre islam, cet islam dont je me fais aujourd'hui le porte-parole ici en France, cet islam algérien ancestral qui a été un islam d'altérité, qui a été un islam de fraternité, je veux aujourd'hui, j'ai cette prétention de dire que la Grande Mosquée de Paris aujourd'hui le représente fièrement ici en France. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Hafiz, d'avoir été parmi nous, d'autant plus que vous êtes en route. Merci beaucoup de nous avoir consacré ce moment. Nous vous félicitons. Faites attention à vous. Je sais que la pandémie est toujours présente, donc. Ouais. Effectivement, merci beaucoup. J'ai l'occasion d'appeler aux téléspectateurs algériens. Soyez prudents, Inch'Allah, Rabbi kharajna min hada al-waba, ou Inch'Allah al-Jazaïr tkun kul dayim waqfa, ou Shab al-Taha, qui est un peuple extraordinaire. Je tiens à lui transmettre toutes mes
félicitations et mes amitiés. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Shamseddine Hafiz. Vous êtes le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Nous vous félicitons aussi pour vos nouvelles fonctions. Voilà, alors docteur, on va terminer très rapidement sur la question sur laquelle on s'était arrêté. Donc, on disait, est-ce que faire le vaccin, ça veut dire qu'on peut tomber malade ou ça veut dire qu'on est complètement immunisé? Pour bien reprendre comment vous avez pris le contact, oui. C'est la définition de la santé par l'OMS. C'est un état de bien-être physique, mental et social. Le vaccin est extrêmement important. J'ai dit que quand on se vaccine, si je me vaccine aujourd'hui contre la grippe, ce n'est qu'au bout de 2 à 3 semaines que je serai protégé. Il ne faut pas se vacciner lorsqu'on a la grippe. Voilà. Ça ne sert à rien du tout, c'est ridicule. Deuxièmement, j'insiste toujours, et il faut l'intégrer, c'est que votre protection de bonne santé est liée à votre système immunitaire. Si votre système immunitaire est correct, c'est-à-dire que vous ne fumez pas, si vous avez des poumons là vous allez avoir de gros problèmes. Les gens qui, comme on a dit, les femmes enceintes, et deuxièmement, le fait de faire une grippe, quand vous vous vaccinez, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire une grippe. Voilà. On dit, vous faites des formes atténuées, des formes atténuées, qui sont liées à votre mode de vie. Ça, c'est important. Nous, on a l'impression que si je prends 7 antibiotiques, je suis peinard. Si je me vaccine, je suis peinard et je continue à fumer. Alors que non, finalement, il faut avoir une hygiène de vie à côté. Essentiel, c'est essentiel. Votre mode de vie, ce que vous mangez. Et enfin, ce n'est pas parce qu'il y a le Covid, ce n'est pas parce qu'il y a la grippe, parce que c'est terminer cette forme de vie complètement déglinguée. Boire des jus sucrés, des boissons gazeuses, des boissons, tous ces éléments-là. Ne pas dormir, surtout ne pas dormir. Voilà, merci beaucoup docteur, encore une fois, pour ces éclaircissements, encore une fois. Donc merci à vous. Et donc, pour encore une fois terminer sur cela, il faut dire qu'il faut quand même se faire vacciner. Et puis, il y a une contradiction. Très rapidement, il y a une contradiction. Il y a une contradiction, c'était celle. Les gens attendent, est-ce qu'il y a un vaccin contre le Covid-19? Les gens, il y a des vaccins américains, russes, espagnols, mais le vaccin de la grippe que l'on connaît, qui est d'utilisation très très courante chaque année, les gens vont imaginer et trouver des histoires. Donc encore une fois, on rappelle aux téléspectateurs qu'ils devraient donc quand même se faire vacciner au moins pour éviter ou pour s'immuniser contre la grippe saisonnière. Merci beaucoup, docteur. Pour éviter l'hospitalisation. Voilà, pour éviter l'hospitalisation. Merci beaucoup, docteur. Donc là, je vous laisse voir ce reportage qui parle qui revient sur Dar al-Hassana. Alors Dar al-Hassana est une maison d'accueil qui, elle, prend en charge les enfants malades et on se retrouve juste après. Atteinte d'un cancer, maladie redoutable avec ses répercussions graves sur le corps et l'esprit, Iman, issu d'une famille défavorisée, est obligé de parcourir des kilomètres depuis son lieu de résidence à l'extrême sud-ouest du pays pour son suivi médical. Accompagné de sa mère, Iman souffre le martyre. Lorsque j'accompagnais ma fille pour son suivi, on souffrait beaucoup. Nous étions obligés d'être à l'heure par peur de rater le contrôle médical. Le but de Dar al-Hassana consiste à assurer gratuitement une prise en charge totale des malades du cancer. Notre établissement est une structure caritative. On a redoublé d'efforts pour venir en aide à ces cancéreux. C'est notre combat. Dar al-Hassana, une véritable maison de l'espoir pour beaucoup de personnes malades, dont le suivi médical nécessite qu'il soit très proche des CHU de la capitale. Une structure mise en place grâce à la volonté et à la persévérance du mouvement associatif, composé de jeunes cadres et de bénévoles qui prennent en charge de jour comme de nuit de nombreuses personnes venant des 4 coins du pays. Cette idée prend source de la volonté de prendre en charge les enfants qui se retrouvent dans la rue, faute de toit. Ici, ils sont en sécurité, toutes les commodités sont fournies dans cette maison. En ce qui concerne la restauration et l'hébergement, et ce durant la période du suivi médical dans les hôpitaux. Dar al-Hassana assure également un hébergement pour les parents ou accompagnateurs des patients.
Et voilà, nous allons nous intéresser à présent donc, à une pathologie qui touche un bon nombre de personnes dans le monde, mais aussi en Algérie. Il s'agit donc des lymphomes. Alors, qu'en est-il de leur prise en charge? Et c'est en compagnie de Madame Samia Ghasmi. Bonjour Madame Ghasmi. Bonjour. Marhaba bik. Merci. Vous allez bien? Ben oui, on fait avec, on vit, qui va du jour au jour. Marhaba bik. Alors, vous êtes la présidente donc, de l'association Nour Ad-Doha. Oui. Et justement, Madame Ghasmi, alors vos missions, vos objectifs principaux, c'est de prendre en charge donc, les personnes malades d'une manière générale. Et là, le cancer en général. Voilà, le cancer d'une manière générale. Mais là, comme le 15 septembre, nous allons donc célébrer la journée mondiale des lymphomes. Donc, vous avez choisi donc d'en parler aujourd'hui, donc de la prise en charge des lymphomes. Alors, avant de parler de la prise en charge, je voudrais bien qu'on revienne un petit peu sur la situation de cette maladie ici en Algérie. Bien sûr, je suis là pour ça. Bien, alors, merci pour l'équipe de Canal Algérie. Chaque année, ça fait 14 ans qu'on organise le concert sur le lymphome. Et aujourd'hui, on parle sur le lymphome en général, mais le lymphome hodgkinien. Le lymphome hodgkinien, c'est un lymphome, quand on le découvre à temps, on a beaucoup de chances de le soigner et de guérison. Mais malheureusement, il y a une chose que nous organisons comme chaque année, ces journées scientifiques, pour de médecins spécialistes hématologues aux médecins généralistes. Et même parfois, les parents, s'ils nous regardent, de connaître, de s'inquiéter, on passe le message. C'est quoi le lymphome? Le lymphome, c'est des ganglions qu'on les découvre parfois très tard par rapport aux patients ou aux patientes qui sont atteints de cette maladie qui est, enfin, je pourrais dire, très sérieuse, de ne pas tarder ces soins et l'orientation, comme je le dis, vers les hématologues pour le suivi. Et justement, Mme Ghasmi, quelle est la tranche d'âge qui est le plus touchée par les lymphomes? J'arrive. Alors là, le lymphome hodgkinien et la tranche d'âge qu'on découvre et que les malades que je reçois à l'association de l'intérieur du pays et beaucoup du sud, je pourrais vous dire, par exemple, dans le fond du sud, c'est des jeunes de 15 à 35 ans. Alors, assez jeune, voilà, assez jeune pour le hodgkinien. Là, le malade, quand il se présente, que ce soit je reviens vers les villages reculés ou l'éloignement des wilayas, en dehors des capitales, là. D'aller voir un médecin généraliste, il est souhaitable que les médecins puissent s'inquiéter à travers l'examen clinique, les consultations du patient. Si il n'a pas découvert des signes, peut-être c'est une grippe. Pourquoi? Parce que les signes sont l'amaigrissement, les douleurs et la sueur. Alors là, la plupart des médecins généralistes que je respecte, je ne fais que répéter ce que des hématologues et ce que j'ai appris aussi avec des associations étrangères du lymphome. Non, donner un traitement, une durée de 1 mois, là. Et là, ça devient très sérieux. Le malade, il n'est pas pris en charge. Alors, l'essentiel, les médecins généralistes, pour explorer un patient qui ne répond pas au traitement qu'il a donné, alors il est souhaitable, bien sûr, de l'orienter vers des médecins spécialistes. Et ces médecins spécialistes, par exemple, les hématologues, voire des radiologues, parce qu'on pourra bien aussi commencer par des radiologies pour découvrir s'il y a des ganglions à la cuillère du cou, là, des ganglions sous les selles, des ganglions dans la partie justement, à peu près des nous avons une image explicative, là, voilà. nous sommes en train de découvrir ça à l'antenne. Et voilà. Et par ailleurs, là, c'est une urgence à prendre le malade dans les médias. Ceux qui sont à Alger, à la rigueur, il y a dans les wilayas où il y a des services spécialisés. Et par contre, il y a le groupe GAL qui a été constitué, je crois, en 2007 par le professeur Boudjera et tous ses consoeurs et ses confrères. Et que nous, on a joint le professeur Boudjera pour
faire des journées de sensibilisation sur le lymphome. Alors là, je dirais le professeur Saadi, le professeur Bekadia, Doran, le professeur Saadi de Betna, Boudjera qui a Abdi Messous aussi, et d'autres, Abed de Blida, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Alors, on se rencontre à chaque fois de faire ces journées de sensibilisation au public et aux médecins généralistes beaucoup plus, même le paramédical et les radiologues. Voilà. Alors, on rappelle, Madame Gasmi, que s'il y a un diagnostic... Et qui se soigne maintenant le lymphome. Hein. Voilà. Et on rappelle aussi que si le diagnostic donc, est fait de façon précoce, donc la maladie, on peut finalement la guérir. Peut-être guérir la maladie. Qu'il ne soit pas tardé de donner... Je respecte la déontologie médicale, je ne suis pas médecin, je suis assistante médicale, mais mon expérience, je suis très bien placée pour répondre, de dire, au bout d'une semaine, les choses commencent à continuer à inquiéter le patient ou la patiente, ce médecin généraliste l'oriente vers un service spécialisé. Parce que maintenant, il y a l'Internet, il y a tout ce qu'il faut. Tout le monde apprend, tout le monde est médecin, tout le monde est... Voilà. Effectivement. Effectivement. Alors justement, Madame Gasmi, il faut dire qu'au sein de votre association, donc vous recevez ces malades, vous les prenez en charge. Alors quelles sont justement les conditions de la prise en charge de ces malades à votre niveau, donc en tant qu'association? Très bien. Alors voilà, je parle des cas de lymphome Hodgkinien. Quand le patient arrive, il arrive avec un dossier. On le présente... on l'oriente vers un hématologue. Parce que nous avons un hématologue qui est membre de l'association. Chaque pathologie cancer, nous avons des médecins spécialistes qui sont membres scientifiques. On donne le dossier, parce qu'une fois tous les 15 jours, on se réunit. Et là, le médecin même, quand il découvre et il suspecte quelque chose d'inquiétant, c'est un patient à orienter. Alors là, c'est les examens cliniques, c'est les prélèvements, les radiologies et tout un suivi rigoureux. Il y a aussi, je félicite le service du CPMC, je félicite aussi l'hématologie, surtout de Bni Messous. Il y a le service spécial de consultation qui est à Bouzarea. Alors là, je suis sur un sujet, à Bni Messous, nous souhaitons que le service hématologie s'améliore. Parce que là, le service hématologie de Bni Messous n'est pas aussi convenable pour les malades qui sont hospitalisés. Je vois qu'il y a les parents qui viennent par la fenêtre, ils doivent être dans une chambre isolée. Et là, c'est vraiment, on fait ce qu'on peut. Enfin, ils font ce qu'ils peuvent. Je parle du service d'hygiène, des médecins, ce n'est pas leur rôle, c'est le rôle de soigner et de traiter. Alors nous sollicitons que le service Bni Messous s'améliore un petit peu pour les malades qui sont dans chaque chambre isolée. Voilà. Alors mais sinon, donc là vous avez parlé donc, de quelques contraintes, y aurait-il d'autres contraintes justement à la prise en charge des personnes donc, qui sont atteintes de lymphome? Alors, les contraintes, je reviens aux médecins généralistes. Je fais appel à eux. S'il vous plaît, quand vous voyez votre patient qui ne répond pas au traitement que vous avez donné, essayez de l'orienter et de voir bien profondément, de comprendre que c'est quelque chose d'inquiétant. Parce que, comme je dis, il y a des ganglions qu'on on les découvre autour du cou, sous les selles, dans les parties intimes. Mais il y a des ganglions qui sont internes. Le poumon, puis gastrite. Et là, c'est encore... Il faut passer donc à des examens plus approfondis. Oui, bien sûr. C'est des examens rigoureux, bien sûr, et explorer le patient, surtout. Et nous souhaiterons aussi que les services de greffe de moelle, qui seront aussi nombreux sur le territoire national, c'est pas suffisant pour tous les malades. Voilà. Alors, Madame Gasmi, donc vous-même en tant qu'association, vous célébrez chaque année, vous marquez chaque année la journée donc mondiale du lymphome qui coïncide donc au 15 septembre de chaque année. Cette année, c'est un colloque donc qui est prévu. Alors, quelles seront donc les conditions de l'organisation de ce colloque, particulièrement en cette conjoncture sanitaire difficile? Le colloque là maintenant, ce sont des avis entre médecins hématologues, les conditions, les soucis qu'ils rencontrent, combien de
les chiffres de patients suite étatique, quelles sont les solutions, est-ce que les médicaments sont disponibles ou pas, parce qu'il y a de nos jours maintenant, il y a des médicaments qui sont radicaux. Oui. Alors ces médicaments radicaux, pourquoi pas ne pas les porter, d'accord? Parce que je reviens aussi, il y a des familles qui ont les moyens de prendre leur enfant à l'étranger. Voilà. Et j'ai eu des cas. Alors que j'ai fait appel à des médecins hématologues, ils m'ont dit si ce patient va partir là-bas, il n'y a rien à faire parce que le traitement se fait ici. Alors nous demandons que le traitement soit disponible pour cette pathologie qui est lymphomoticinaire. Parfait. Alors on rappelle quand même que le colloque qui se tiendra le 15 septembre, donc prochainement. Prochainement, j'ai 3 colloques. D'accord. Donc on va dire que vous avez pris toutes les mesures d'hygiène pour la sécurité. Ah oui, dans une salle. On ne va pas être d'habitude, on est dans une salle, une centaine de personnes. Là, on ne dépasse pas les 30 personnes. Voilà, donc on a pris de chaque spécialité hématologie, sont invités, on l'organise à Oran. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, Madame Samia Ghazmi. On se quitte peut-être sur un dernier mot, un appel que vous voudriez faire passer. Nous souhaitons la bonne guérison à tous les malades qui sont atteints du lymphome et tout cancer confondu. Inch'Allah. Merci beaucoup encore une fois, Madame Samia Ghazmi, et bravo pour tout ce que vous faites donc, pour cette frange de la société donc, qui est quand même atteinte de plusieurs types de cancers. Merci encore une fois à vous. Alors là, je vous propose une visite. Alors ce sera une visite du côté de Tipaza. Alors une petite confidence, ce matin j'ai rencontré Lamia Boudbouda qui sera donc la guide de ce reportage. Elle a dit ne dis rien, tu laisses tout en surprise. Alors je dis rien, je laisse tout en surprise. Ce sera visite guidée du côté de Tipaza en compagnie de Lamia Boudbouda et on se retrouve juste après. Nager dans les criques, cela se mérite, car elles sont souvent difficiles d'accès. Mais cela vaut le détour. Un énorme rocher blanc plonge fièrement dans l'eau turquoise et qui donne son nom au lieu. Le site du rocher blanc est figé comme sur une carte postale. Ici, les prémices d'un été indien s'installent. Pourquoi vous plongez avec un tuba? C'est l'éléphant. Bon, نحب découvrir ce qu'il y a تحتها. Donc انا ماذا بيا نشوف ce qu'il y a تحتها, les poissons, etc. Et c'est propre, il y a des poissons. بزاف propre. Ça nous apaise pour se déstresser. نجوا لهنايا نندروا, c'est le calme, راك تشوفي كاين كيما لهنايا لا فوري juste قدامنا. Donc on prend de l'air frais. Enfant de la région, Samir est un mordu de la pêche et la capture s'annonce belle. يا الحوت ولا غير كاين خير ربي كاين بالومات كاين لي زيليس كاين بوري كاين صار كاين لي زيكوي كاين صوالح بزاف. هي قضيه غوستو, هي قضيه غوستو هذا ما كان خاطش علاش دوك انا كي نخرج من الخدمه ونقعد في القهوه كذا ما عندي ما ندير تما. لا نجي هنايا ندي 5 حبيبات ياكلوهم ذراري خير ولا لا والحمد لله. Autour d'un bon repas, Mohamed et Islam se prélassent au soleil dans ce petit coin de paradis. طالعوا هنايا تشوف يديروا شي بلا. بون هذا روشي بلون ما كاش اللي ما يعرفوش. بروبروتي كاينه. même الحوت وكاين سيكر هذا. C'est magique, c'est quelque chose de magique puisqu'il y a la nature. La propreté, question d'eau. عندنا شويه في الهبطه ولا شغل سوفريو mais on profite. C'est même si elle est dure ولا mais on vient parce qu'on passe une belle journée ici. C'est vraiment magnifique. En combinaison de plongée, Melzerk pêche le poulpe pendant que ses enfants barbotent dans l'eau. رمضان نصيد هنا جاني حكمت واحد صغير
عاود طلقته باسكو هذاك الصغير نضاري نجيب هنا كاين باسكو كاين خير هنا كاين ولا كاين بزاف كاع. Un panorama à couper le souffle et qui nous laisse pantois devant tant de beauté. En somme, une crique au charme envoûtant qui exige de nous le plus grand soin. Un panorama à couper le souffle. Effectivement, Lamia Boudbouda l'a bien dit. Donc, c'était une visite guidée du côté de Tipasa, particulièrement. Voilà, donc si vous êtes de passage, n'hésitez pas. C'est quand même un environnement magnifique à découvrir. Voilà, donc là, Kenza Nchar vient de nous rejoindre. Kenza, bonjour. Bonjour, Nour. Kenza, vous nous avez manqué. À moi aussi, vraiment. Je suis très heureuse de retrouver le plateau aussi, très heureux de vous retrouver. Et de retrouver aussi tous les collègues, alhamdoulilah. Ah bah, marhaba bik. Ça va, Kenza, vous allez bien? Ça va, ça va. Toujours aussi dynamique. Oui, alhamdoulilah, malgré que le Covid a eu raison de nous malgré tout. Voilà. Mais alhamdoulilah. Vous y croyez, le mauvais œil? Mauvais œil, parce que, alors, j'étais toute gênée vis-à-vis de Kenza, donc parce que j'avais pas eu l'information que vous étiez malade. Mais là, je me torture un petit peu parce que je me dis peut-être que c'est moi qui était à l'origine du mauvais œil. Parce que si vous vous rappelez, on avait passé un bon bout de temps à dire. Et là, je vous présente la confinée qui se confine jamais. Et là, je vous présente la confinée qui se confine jamais. Et finalement, elle a fini par se confiner. En tout cas. Voilà, j'en doute pas. Exactement. En tout cas, on est très heureux de vous avoir parmi nous. Et donc, toujours aussi dynamique, Kenza. Donc, le Covid peut-être a eu raison de vous, physiquement parlant, mais pas moralement, et pas de cœur, et pas de volonté, en tout cas. Du tout, voilà, exactement. Vous êtes là. Et aujourd'hui, vous vous êtes intéressé donc, à un sujet quand même d'actualité, puisque dimanche, le 13, donc, il y aura les épreuves du bac. Tout à fait. Vous vous êtes intéressé à cela aujourd'hui. Exactement. Donc, c'est principalement sur l'entrée scolaire. En fait, cette crise du Covid-là a eu quand même un impact socio-économique sur toutes les tranches de la société. Donc, ça a eu un impact particulièrement aussi les jeunes. Donc, ça a eu un impact sur leur éducation, sur leur santé, sur leur emploi aussi. Et donc, évidemment, le tissu associatif, toujours dynamique, toujours sur le terrain, s'est vu obligé justement, enfin, c'est sa mission aussi de faire face à toutes ces problématiques-là. Donc, pour ce qui est de l'éducation, effectivement, donc il y a cette préparation des examens, donc que ce soit du BEM et aussi du bac. Donc bonne chance à tous ceux qui sont en train de nous regarder. Et donc il y a eu par exemple pour la fondation Nesl Khair, donc ils ont carrément fait appel à des bénévoles pour qu'il y ait des cours de soutien, enfin des séances de soutien des jeunes bénévoles, des jeunes universitaires, pour justement aider les gens qui sont un peu... Il y en a eu qui ont eu peur justement d'aller faire des cours de soutien. Il y en a eu ceux qui ont eu peur d'aller à l'école, parce qu'il faut le dire, il y a eu certains établissements qui ont ouvert leurs portes pour faire des séances de révision. Donc il y a eu cet élan, cette solidarité-là. Donc ils se déplaçaient ou bien dans des espaces publics assez ouverts, bien à l'air, ou bien carrément dans des maisons pour préparer un petit peu les jeunes. Il faut dire quand même que c'est une initiative très importante au profit des jeunes, particulièrement avec la coupure qu'ils ont eue. Tout à fait, donc depuis avec mars et sur le plan psychologique tout aussi. À fait. On a vraiment du mal, quand il n'y a pas de motivation, finalement, de ne pas aller à l'école, de ne pas être en groupe et tout, on est moins motivé. Exactement. Et donc, c'est venu à temps. Exactement. Généralement, surtout pour ceux qui ont des classes d'examen, depuis le début de l'année, ils font leur programme durant l'année. Ce mois-ci, je vais me concentrer sur tel chapitre ou autre. Mais après, avec cette crise-là, donc il y a eu ce tâtonnement entre le mois de mars jusqu'au mois de mai pour l'annonce justement quand est-ce qu'on va reprendre les examens, pour l'annulation de l'examen, enfin du report de l'examen au du mois de juin. Donc il y a eu ce tâtonnement et par la suite passer justement juillet, août carrément à la maison sans pour autant, c'est-à-dire fallait se préparer, il faut le dire, rester 2 mois à reprendre toujours les mêmes exercices, c'est toujours bon. Mais voilà, le fait qu'il y a eu vraiment, beaucoup ont lâché
prise un petit peu pour le mois de juillet. Mais, alhamdoulilah, les associations ont été là justement pour accompagner ces étudiants-là. Mais aussi, on se prépare aussi à l'entrée scolaire. Effectivement. Certes, on n'est pas encore sûr de la date de la reprise. Pour l'instant, on est fixé au 4 octobre, mais il pourrait y avoir des changements. Tout à fait, exactement. Mais alors, comme les associations ont accompagné les familles, que ce soit pour les couffins, pour les médicaments depuis cette crise du Covid. Aussi. Pour l'Aïd, exactement. Les deux Aïd, du coup. Les deux Aïd, exactement. Ramadan et l'Aïd le-Kbir. Donc là, pour l'entrée scolaire, ces familles-là, il est important aussi de les accompagner pour justement les cartables scolaires. Donc là, actuellement, j'aimerais vous dire qu'il y a énormément d'associations. Pour le téléspectateur qui nous regarde, il y a beaucoup d'associations. Vous ne pouvez que, certainement, durant le Covid, vous avez certainement fait le tri de vos livres, des jouets éducatifs et aussi des vêtements. Donc, vous pouvez aussi directement les diriger vers les bureaux d'association le plus proche de vous pour les faire parvenir aux personnes qui sont dans le besoin. Parce qu'il faut le dire, il y a même des personnes jusqu'à ce jour, ils n'ont pas encore repris leur travail. Il y a des personnes qui se sont vues licenciées parce que voilà, l'entreprise est en train de faire face à des engagements, c'est-à-dire financiers assez lourds. Donc voilà, malgré donc voilà, il faut quand même toujours aider, même s'il n'y a pas une association proche de vous, il y a toujours une famille qui est dans le besoin dans votre quartier ou dans votre Et justement, là, nous avons des numéros de téléphone qui s'affichent sur notre écran. Voilà. Donc, si jamais les gens ne connaissent pas une association, donc ils peuvent carrément noter ces numéros de téléphone et prendre contact direct donc, avec les associations qui peuvent prendre en charge donc, tous les dons des citoyens. Inch'Allah. Et puis, parlons aussi d'un autre impact de ce Covid-là sur le citoyen, c'est aussi sur sa santé. Donc c'est le fait les médecins. Malgré le Covid, mis à part le virus, les médecins la plupart étaient fermés, donc on ne pouvait faire que des consultations par téléphone. Et donc il y a eu beaucoup et ceux qui ont peut-être pris ou chopé une maladie dans cette période-là n'ont pas pu la détecter à temps. Donc justement, il y a une caravane de la santé initiée par le réseau algérien de la jeunesse. C'est une caravane qui va sillonner un petit peu le tour du pays, qui va en premier lieu faire des dépistages. C'est un premier dépistage pour les familles, c'est principalement pour les zones d'ombre et les zones les plus reculées. Donc un premier dépistage surtout pour les maladies chroniques. Donc pour par la suite orienter ces malades-là vers les médecins qu'il faut dans la localité ou encore aller vers les hôpitaux des grandes villes, mais aussi des séances d'information et de sensibilisation du corps médical sur place, parce que voilà, vous savez bien qu'actuellement le Covid est en train de muter. On ne sait plus la plupart du temps, juste pour une anecdote, un membre de ma famille il était malade, il a eu la fièvre et tout ça, donc partir chez le médecin directement lui a dit « Ah, c'est le Covid ». C'est le Covid, oui. Voilà, donc c'était la panique dans la famille, mais après plusieurs examens, alhamdoulilah, c'est vrai que c'était pas le Covid. Donc juste pour avec le stress, c'est assez lourd. Donc il est important aussi, c'est dur pour le corps médical parce que nul ne connaît exactement comment est en train de muter. Donc ce support du corps médical est très important. Et puis on finit toujours par l'espoir. Oui. Nour. Donc, ce qui s'est passé durant cette crise-là, donc on a vu un élan de solidarité entre associations, malgré qu'on dit toujours les associations, ils n'ont pas un si bon niveau, ils ne savent pas exactement gérer les projets sur place, mais en tout cas, c'est pas du tout votre avis. Hein. Justement, c'est pas exactement. Du tout votre avis. Moi, je retiens de vous, Kenza, que les gens qui ont fait le mouvement associatif ou qui ont entrepris cette expérience, ce sont les meilleurs managers finalement. Tout à fait, exactement. Et bien justement, ils ont su le démontrer. On a su le démontrer sur le terrain. Il est vrai qu'une association, qu'un gestionnaire d'association ne peut pas avoir effectivement tout un background pour gérer le projet. Mais ce qui s'est passé durant la Covid, c'est qu'il y a eu un élan de solidarité entre les associations. Donc dans un échange d'expertise. Et par la suite, ils ne sont pas allés que dans la gestion de la crise, que ce soit dans le cadre humain
humanitaire, environnemental ou autre. Ils sont carrément allés vers la participation du jeune, donc ils se sont quand même imposés dans la vie publique. Donc à cet effet-là, il y a eu des collectifs de jeunes qui ont carrément proposé des moutures pour la rectification de Doustour, donc et de la Constitution. Et puis aussi, par exemple, ils se sont allés vers, par exemple, le ministère de la Jeunesse, qui sont en train de faire actuellement le plan national de la jeunesse. Donc, ils ont carrément proposé des orientations pour l'élaboration de ce plan national de la jeunesse. Et donc, actuellement, le tissu associatif est assez plutôt content qu'il y ait cette collaboration. On l'a toujours dit, c'est très important qu'il y ait cette démocratie participative entre associations et institutions. Donc, que l'institution actuellement a cette volonté de faire contribuer les associations suivant leur cause pour la prise de décision au niveau local, c'est très très important. Donc l'espoir que tout cela puisse continuer et que big up à toutes les associations, surtout les nouvelles associations qui sont nées. Actuellement, il y a eu des facilitations, donc des associations qui sont nées. Et donc je me dis que le meilleur de quartier, tout à fait. Donc je me dis que le meilleur est à venir. Certes, il faut qu'il y ait une certaine organisation. Et donc je suis très positive optimiste et positive. Optimiste et positif. Oui, oui, on apprend. C'est une école de vie. D'ailleurs, comme j'étais en train de parler avec la présidente, Madame Gasmi, la présidente de l'association Nordouha, effectivement, c'est une école de vie, le mouvement associatif. Et donc, c'est quand il y a cette solidarité-là qu'on arrive réellement à améliorer les choses concrètement, que nos actions soient dans un impact durable. Voilà. Eh ben, Inch'Allah, merci Inch'Allah, beaucoup. Merci beaucoup, Kenza. Alors, on va voir juste l'affiche de la caravane. Oui. Aujourd'hui, elle est à Biskra. Aujourd'hui, elle est à Biskra, d'accord. Aujourd'hui, c'est la caravane médicale bénévole. Tout à fait. Voilà, donc qui se déplace vers les hauts plateaux et vers les zones, enfin les endroits justement pour faire surtout cette question de dépistage des maladies chroniques. D'ailleurs même justement on est encore en train de parler avec Madame Gasmi. C'est vrai que par rapport au cancer, souvent le médecin sur place, c'est-à-dire n'oriente pas forcément vers le médecin, donc on donne des antibiotiques ou autres, or que non, il faut qu'il y ait justement une bonne orientation, donc ces caravanes, une bonne prise en charge effectivement, donc c'est pour ce genre de caravanes sont là aussi pour un petit peu orienter les médecins avec tout le respect de leur expérience, bien entendu, mais on est toujours là pour apprendre. Il faut dire que nous sommes dans une situation inédite. Tout à fait. On n'a pas assez de recul non plus, on n'a pas beaucoup d'éléments, et puis d'autant plus que le virus n'arrête pas de muter. Donc, le recul n'est pas assez important. Les mesures de précaution sont toujours là, il faut toujours les appliquer. Le virus est encore là, hein, c'est pas parce que c'est vrai qu'on dit qu'il est moins virulent actuellement, mais il est toujours là. Moins virulent, par contre, beaucoup plus contagieux. Tout à fait, tout à fait. Donc le paradoxe finalement. Donc nous, peut-être jeunes, on peut faire face au virus, mais par la suite, d'ailleurs, c'est de ça que j'avais le plus peur, c'était de contaminer mes parents. C'était ça la chose la plus dure à supporter. Alhamdoulilah, j'ai une forme douce. Mais sinon, ce qui est dur, c'est-à-dire peut-être si nous, on ne prend pas nos précautions, on peut même carrément atteindre nos proches qui eux peut-être ne pourront pas faire face à ce virus-là. Donc il est important de bien respecter encore toutes ces mesures de distance. Voilà, les mesures d'hygiène et les mesures de sécurité. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors on vous retrouvera certainement avec joie, Inch'Allah. Merci beaucoup Kenza. On vous souhaite donc bonne continuation et puis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Avec joie. Voilà, alors là, une petite touche musicale, mais ce sera une touche musicale nostalgique, puisque nous allons parler en dernière station de cette matinée des traditions du patrimoine immatériel. Et donc là, ce sera donc une pause musicale en compagnie de Fadela Dziria. Et on se retrouve juste après. شافت عيني القيام الشمس
الشمس والكواكب وبدور خريان عيوني الفاهم شافوا ليا منهم يا عذابي روحت مكيان المبسم ظريف والشفاعة كريا والورد بان فاتح فوق الخدين Donc de retour sur le plateau et donc c'était une très belle touche nostalgique on va dire et algéroise et donc là on va rester sur le patrimoine algérois mais cette fois-ci ce sera sur l'habit traditionnel ou les tenues traditionnelles et c'est justement à l'occasion du patrimoine du mois du patrimoine immatériel qui se tient en ce moment au Palais de la Culture. Deux exposants nous ont fait l'honneur d'être parmi nous ce matin, notamment Madame Nawal Kharji. Bonjour. 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 Vous êtes magnifique avec votre tenue. Vous êtes vraiment très très belle. Vous avez marqué finalement l'événement. Ça se démode pas, hein, non, non, pas du tout. Ça se démode pas. Non. C'est très joli, donc vraiment. Merci. Voilà, alors vous êtes artisane, vous êtes exposante. Oui. Et puis pas que, parce que vous avez aussi j'ai une école de musique. Vous avez une école de musique andalouse et vous êtes à la tête d'une association, donc Elwen Andalous. Voilà. Parmi nous ce matin, donc l'un des rares artisans brodeurs, mais aussi l'un des rares artisans qui se spécialisent encore dans le ftoul. Alors le ftoul, c'est un petit peu ces fils qui caractérisent le mahrma le ftoul justement. Il s'agit de Karim Batouche, bonjour. Batouche, pardon. Karim Batouche, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Allah ysalmak. Alors, vous êtes exposant, oui, vous aussi, oui, donc au niveau du Palais de la Culture. Voilà, alors nous avons une table quand même bien colorée. Alors on voit que ce sont des couleurs quand même très, on va dire, ce sont des couleurs froides, ce sont des couleurs qui évoquent un pastel petit peu aussi. La pastel, qui évoque un petit peu la mariée, voilà. Qui évoque un événement très particulier, n'est-ce pas? Oui. Alors c'est le rose qui représente la mariée. Avant c'était le rose. Et voilà, il y a le mahalma, le ftoul, le houyak, le abrouk.
Voilà. Alors j'insiste sur le mot houïk, parce que houïk ça fait typiquement algérois, parce que nous on dit communément le haïk. Non, le haïk wahdo. Le houïk wahdo. Voilà. Le houïk c'est celui qu'on met sur la tête pour le henna. Oui. Il est en tissu satin laqué avant et il est rose. Voilà. Alors ça dépend des broderies parce qu'il y avait différentes broderies. Comme, alors c'est celui-là, si vous permettez. Voilà. Voilà. Alors, ce qui est aussi un petit peu, on va dire, nostalgique, c'est que ce sont des reliques. Donc, finalement, ce sont des pièces que vous avez héritées un petit peu de famille. Oui. Voilà. Je peux ouvrir peut-être? Oui. Voilà. Et voilà. Avant, toutes les familles faisaient pour le trousseau de leur fille. De leur fille. Voilà. Ça se fait toujours, hein, de toute façon. Rarement, de moins en moins. De moins en moins. De moins en moins. De moins en moins. Ouais. Alors il faut dire que cette exposition vient justement pour faire la promotion, encore une fois, de tout ce patrimoine. Voilà. Et puis pour faire connaître le patrimoine. Oui. Voilà. Alors, il faut dire, Monsieur Boutrouche, vous spécialisez justement dans le ftoul. Donc, le ftoul, c'est un petit peu ces fils tombants comme ça. Voilà, c'est alors, il faut dire les que franges. C'est un travail très minutieux. Très minutieux. Il faut avoir de la patience. Il y a mon stylo qui s'est entremêlé. Alors, je vous laisse le faire parce que je risque finalement, je suis un petit peu maladroite. Je risque de. Voilà, ça s'est fait aussi facilement que ça. Donc, il faut dire que c'est un travail très minutieux, finalement, que vous faites. Et puis, il y a plusieurs techniques. Oui, il y a plusieurs techniques. Il y a plusieurs techniques. Alors, on rappelle que la technique, c'est beaucoup plus dans les... Celui-là, il est fait en nœuds, des simples nœuds, mais n'empêche qu'il y a des modèles, plusieurs modèles. Voilà. Voilà. Donc, ce sont ces nœuds-là qu'on voit ici. Voilà. C'est fait pour le houïk. Et puis, après, il y a plus compliqué pour le mharem, pour le balétat, voilà. On cherchait toujours l'exclusivité dans le modèle. Voilà. Alors, Madame Fkharji, vous aussi, donc vous êtes dans l'artisanat. Oui, on a exposé justement, mais on a exposé, on a exposé sûrement l'habit traditionnel ancien de famille. Voilà, sur tout ça. Voilà. L'héritage que vous avez hérité finalement de votre famille. On a exposé un caftan fait de chara. Une gandoura de constantinoise faite par le Hajj Allah Rahmou Fergani. Et puis des tenues traditionnelles habillées pour après-midi, pour femmes d'un certain âge. Voilà, donc comme la camisura faite en dentelle de Calais, broderie voilà, khouiyat, avec le sarwal douar, le sarwal plissé aussi, le shilga aussi. Voilà. Alors là, nous avons deux sortes de haïk. Oui. Voilà, encore une fois, ce sont des reliquats. Oui. Des reliques, pardon. Oui, parce que maintenant, même le haïk marma, on le trouve de moins en moins. De moins en moins. Alors celui-là, pour la mariée avec des rayures. Alors il va avec donc l'adjar. Oui, parce qu'avant, la mariée emmenait portait avec elle plusieurs modèles de adjarat. Pour que quand elle sort... Toute une série, comme voilà, toute une série avec différentes broderies. Voilà, d'ailleurs, voilà, là, il y a une autre forme aussi de l'adjar. Et on a exposé pas mal encore de modèles. Voilà, donc ce sont les deux adjars que... Pour une nouvelle mariée. Pour une nouvelle mariée. Voilà, avec le haïk avec des rayures en fil d'or. En fil d'or, d'accord. Oui. Donc c'est ce qui fait. Alors le haïk en fil d'or, donc voilà, on le voit. Alors pour ce qui est de l'adjar, donc là nous avons deux adjarat, donc un petit peu différents. Oui. Alors là par contre nous avons un autre adjar qui est fait. Oui, bshbika. Oui. Voilà. Alors c'est comme ça qu'on fait la différence un petit peu entre l'adjar de la nouvelle mariée et l'adjar qui porte dans toutes les autres femmes. Une dame. Voilà. Les premières bavettes au monde. Elles sont belles, hein? Voilà, elles sont belles. Donc on revient un petit peu à la bavette, on revient un petit peu à l'adjar, mais autrement avec la situation sanitaire. Elles étaient plus raffinées, plus belles. Plus raffinées, voilà. Oui. Alors, bien entendu, ce sont des habits qui commencent à disparaître. Hein, donc c'est en voie de disparition. Voilà, on ne voit pas. Donc c'est très rare, on voit par exemple dans les rues d'Alger encore des femmes avec le haïk et l'adjar. Donc c'est vrai que c'est oui, parce que maintenant, tout ce qui est fait main et... Des pièces comme ça coûte cher. Oui. Voilà, parce que c'est devenu rare. Et tout ce qui est rare est cher. Et justement, voilà. Et justement, Monsieur Boutrouche, vous-même, vous avez hérité ce savoir-faire de votre famille. Parce que votre famille... je l'ai hérité, le ftoul. Bon, déjà, j'ai appris avec mon père, Allah yarhamou, il était tailleur. D'accord. Mon grand-père, il était harar.
qui faisaient le harrat. Issus de familles d'artisans. Voilà, et mes tantes, elles étaient brodeuses. Oui. Alors ma tante, Allah yarhamha, elle faisait le maharam et tout, le ftoul. Alors j'avais peur que ça se perd, et je l'ai appris. Voilà. Voilà le ftoul, et je le fais comme avant. Et surtout le maharma, parce que en ce moment, ce qu'on voit, ça c'est la vraie maharma algéroise. D'accord. Parce qu'elle a une coupe spéciale, une technique de coupe particulière, et il faut respecter ça. Voilà. Celle-là, elle date de 1948. Ah. Elle appartenait à ma tante, Allah yarhamha. Allah yarhamha. Voilà. C'était pour son mariage. D'accord. Voilà. Donc on reconnaît un petit peu les couleurs de la nouvelle mariée. Voilà, le rose. Voilà, maintenant c'est vrai qu'avec la mode, et celle-là, elle est faite. Il n'y a pas une couleur. Et celle-là, le ftoul ntaha, il est fait différemment. C'est en dentelle macramé. Qu'avant, on appelait le cordon. On appelle le cordon. D'accord. Teftil cordon. Très bien. Alors, Madame Vakharji, vous-même, vous avez donc hérité de d'autres objets qui font un petit peu l'habit traditionnel algérien que vous avez donc préservé accessoires, aussi. Certains accessoires que vous avez préservés aussi. Voilà, qui sont nécessaires pour la mariée, voilà, pour son trousseau. Donc, j'ai ramené le houillek aussi, voilà. Celui, elle alors, j'ouvre, oui, je vais me bien permettre sûr, d'ouvrir. bien sûr. Ça, c'est celui de ma mère. Voilà. Je tenais à le faire venir ici. Présenter. Voilà, donc c'est mardoum fait de chara, et puis une djoum et de la dentelle, du plissé. Le plissé, bordé, voilà. Le plissé. Donc on rappelle, c'est celui-là que la mariée met sur la tête au moment de l'henna. Non, c'est surtout celui du bain mort, la sortie. Du bain mort, d'accord, voilà. La sortie, elle le mettait, voilà, entre la salle chaude et la salle froide. D'accord. Sur le bénéra. Sur le bénéra. Que j'ai oublié d'apporter. Oui. Voilà. Parce qu'il y en a plein d'autres aussi, bénéra. D'accord. Et justement, en parlant de l'hammam, moi-même d'ailleurs je l'avais fait, hein, la tradition du hammam qui est une tradition quand même très belle aussi. Et puis on retient quand même de l'hammam le bon café, le makarout aussi. Voilà, qu'on l'appelle aussi le hammam louchi. Oui. Celui qu'elle fait. La mariée avant de avant de partir chez son mari. D'accord. Alors ce sont des traditions qui commencent à se perdre un petit peu. Alors il faut rappeler que ce genre d'exposition qui se tient en ce moment au Palais de la Culture, c'est une forme finalement de faire la promotion encore une fois de ce patrimoine, de le faire connaître, mais de le préserver aussi. Je remercie vraiment le ministère de la Culture de nous donner la chance aussi d'exposer ces merveilleuses choses, de présenter, voilà, et de donner la chance aux associations, aux stylistes et aux artisans Enfin, on est en train de partager notre culture, nos savoirs. C'est national. Donc, chacune d'elles ramène. Même certains artisans ont ramené même des repas, enfin des traditionnels de leur région. Voilà. Justement, alors je reviens un petit peu à Maharmat al-Ftoul. Là, vous portez une maharma, mais pas Maharmat al-Ftoul. Non, c'est une maharma. Voilà, c'est une maharma tout court. Voilà, c'est pas une Maharmat al-Ftoul, avec de la dentelle justement. Alors, il faut dire que le maharma, il y a aussi une façon de la porter. On ne porte pas n'importe comment. Et là, justement, notre réalisateur et puis avec Manel, notre cadreuse, on était en train de découvrir en détail la façon avec laquelle vous avez porté. Donc voilà, on est en train de le voir. Comment vous avez porté. C'est vous qui lui avez mis voilà. D'accord. Alors il y a une façon spécifique finalement à le mettre. Alors paraît-il, on ne met pas de nœud, c'est vrai? Non, c'est un demi-nœud. C'est un demi-nœud. C'est un demi-nœud. Donc on le tient rien qu'avec des épingles, on le fait rentrer à moitié. Et pour que ça tienne, il faut mettre en premier un ruban en velours pour que les épingles tiennent. On le met en guise de serre-tête sur la tête et après on met le maharma dessus. Qui est le senta. On appelle senta. D'accord. Et paraît-il, pour la mariée, si je me rappelle bien, il n'y a pas du tout de nœud pour la mariée. La mariée, parce qu'il y a le chignon. Voilà. Et il y en a des mariés qui préfèrent porter comme ça. Alors, ils peuvent porter leurs cheveux en queue de cheval et porter la maharma comme ça. De cette manière, donc avec un demi-nœud. Voilà. Parce que c'est quand même assez rare maintenant de voir une dame porter une maharma pareille. Voilà.
C'est vraiment... Voilà, c'est le chic. C'est le vrai. Oui, c'est le chic. D'ailleurs, dès qu'elle est rentrée au studio, je dis madame, vous êtes très belle. Voilà. Franchement, ça attire. Hein. C'est vrai que c'est très classe. C'est le travail. C'est la classe. C'est indémodable, hein, il faut le dire. Non. C'est indémodable. C'est indémodable. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a plein de maharem comme voilà. celle-là. D'ailleurs, on est en train de voir une maharma qui est portée de façon très moderne. Hein. Là, sur l'antenne, vous pouvez voir. Oui. Donc, portée de façon quand même assez moderne, avec un nœud. Oui, très simplement, finalement. Voilà, portée très simplement. Alors là, vous êtes en train d'exposer en ce moment, donc j'imagine il y a des gens qui viennent visiter, qui viennent voir. Alors quelle est un petit peu leur réaction, quel est un petit peu l'intérêt qu'ils portent à tous ces objets que vous avez exposés? Eh ben, ils sont très contents de voir certaines pièces. Ça leur fait rappeler très anciennes. Leurs parents, leurs grands-mères, et puis très anciennes. Voilà, nous avons une belle carte postale qui nous montre. Ah ben oui, il y en a des Kerako aussi comme ça. Alors, il y a des familles qui nous rapportent aussi. Oui, pendant le salon, en voyant l'expo, ils sortent leur valise ils reviennent avec le petit cabas et puis voilà, ils partent aux archives vestimentaires. Il y a pas mal de familles qui nous ont donné pour exposer le. Donc finalement, vous avez fait revivre un petit peu. Plein. Oui, c'est tradition. De beaux souvenirs, de très beaux souvenirs pour les visiteurs. D'accord. Ah oui, ça leur fait rappeler une belle époque. Voilà. Alors justement, Monsieur Karim Betrouche, vous avez déjà appris Sanaa, comme on dit, pour ne pas la perdre. Oui. Alors est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce que vous organisez des formations, des ateliers pour donc faire passer Sanaa aux prochaines générations? Par exemple, en ce moment, pendant l'exposition, il y a des jeunes filles, par exemple, qui ont appris le ftoul dans des associations. Alors je les oriente, je leur montre. Quand vraiment on sent que la jeune fille s'intéresse beaucoup. Ah oui, parce qu'il faut qu'elle apprenne la bonne... Il faut bien former, il faut former les jeunes filles, il faut les former. Parce que c'est notre rôle aussi comme association, il y a un retour quand même vers les traditions. Il y a un intérêt. C'est ça exactement, ils cherchent à savoir. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu peut-être une rupture, mais là on sent quand même, par exemple quand on part aux fêtes de mariage, auparavant on voyait les jeunes filles avec des robes de soirée par exemple, plus maintenant elles s'adonnent beaucoup plus aux tenues plutôt aux tenues traditionnelles, modernisées, on va dire. C'est normal. Mais il y a un manque aussi pour former, il n'y a pas assez de formateurs pour les shbika ou pour les ftoul, ça manque beaucoup, énormément. Donc c'est un autre rôle comme mode associatif, c'est un autre rôle de faire former les jeunes filles. Alors, Monsieur Betrouche, là nous avons un modèle de ftoul aussi très particulier, vous reconnaissez probablement. Oui. Enfin, si l'image est... oui, je vois. Oui. C'est un ftoul... comment dire, nœud, fait en nœud. Voilà, ça se faisait avant beaucoup, pas comme le macramé. Le macramé, parce que c'était donné à des familles très aisées. D'accord. Ah ben oui, parce que ça demandait du beau fil. Et le mahalma... Un peu plus de temps peut-être? Bah oui. Ah oui, parce que il y a des comptes à faire pour faire ce dessin de ftoul. Voilà. Alors pour reconnaître un petit peu les différents nœuds, parce que nous on a tendance à dire nœuds, mais est-ce qu'il y a par exemple des noms spécifiques à tous ces... Oui. Par exemple, Flaqd, alors il y a plusieurs. Il y a le Borj, il y a le Borj fil Borj, il y a le Bouitat l'Ahmam, il y a... D'accord. Je ne sais pas comment ils ont trouvé les noms. Nos chères grand-mères, ces noms. Et puis même le cordon, il y a le papillon, il y a le yasmina, il y a pas mal aussi, pas mal. Et puis c'est connu, hein, déjà dans le langage algérois, dans le dialecte algérois, c'est très connu quand même que les noms généralement sont très poétiques, sont très insolites. Donc finalement, pris dans la nature. Voilà, Beit l'Ahmam, ça... Voilà, Beit l'Ahmam, parce que c'est vraiment, c'est régulier, c'est petit, c'est... Voilà, nous arrivons, ça a été un très grand plaisir franchement de partager ce moment avec vous. Plein de nostalgie, beaucoup de couleurs et surtout de très beaux souvenirs. Un dernier mot très rapidement, probablement. Je remercie toujours le ministère de la
la culture, tout le staff de l'organisation, tous les exposantes, tous les stylistes, tout le monde, sans oublier personne. Et voilà, on reste toujours dans le domaine de patrimoine et il faut le sauvegarder, surtout sauvegarder. Et voilà. Merci pour votre invitation. Et voilà, on est très content d'avoir participé à cette exposition et on l'est jusqu'au 17, Inch'Allah. Alors on dit aux gens, marhaba bikom, adi ou tchoufo. Eh ben voilà, donc si vous êtes de passage, allez-y au niveau du Palais de la Culture jusqu'au 17, une très belle exposition vous attend. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça a été un très grand plaisir de vous accompagner cette matinée. Je vous retrouverai avec un grand plaisir à partir de demain, Inch'Allah, à partir de 9h. Bonne journée à tous. Au revoir.